Bienvenue à tous. Débadoc va vous raconter aujourd'hui l'une des plus vastes manipulations menées par une industrie depuis l'après-guerre jusqu'à nos jours, grâce au documentaire qui suit tout d'abord. 1953, tabac, l'industrie du mensonge. 1953, comme l'année où de premières études médicales démontrent que la cigarette provoque le cancer du poumon. Pourtant, à coups de milliards de dollars, les cigarettiers vont non seulement s'employer à masquer la vérité auprès de l'opinion et des responsables de santé publique, mais aussi à s'assurer de l'addiction des fumeurs grâce à la nicotine. Je vous laisse découvrir cette effroyable enquête tirée de la série Les mensonges de l'histoire et je vous retrouverai juste après en compagnie de mes invités pour se demander quand s'arrêtera la très cynique entreprise menée par l'industrie du tabac. Bon doc. C'est l'histoire d'un produit très banal, qui nous accompagne depuis plus d'un siècle. Une tige de moins de 10 cm qui cache une mine d'or. Ça coûte un cent, on gagne $1. Ça représente beaucoup d'argent, des milliards et des milliards de dollars. L'objet de consommation le plus rentable jamais inventé par l'homme. Les principaux fabricants de cigarettes étaient prêts à tout pour protéger leurs profits. C'est un produit fabriqué par les hommes, diffusé par les hommes et qui tue les hommes. Donc c'est vraiment une pandémie industrielle. 1953, une conspiration américaine puis mondiale va réunir les principaux fabricants de cigarettes. Dans le plus grand secret, ils vont mettre en place une stratégie à grande échelle pour dissimuler les dangers mortels du tabac le plus longtemps possible. C'étaient des trafiquants de drogue, exactement comme les gros trafiquants de cocaïne sud-américains. Pour atteindre leur but, les cigarettiers ont démultiplié les mensonges jusqu'à la fin du XXe siècle. Ils ont corrompu des dizaines et des dizaines de scientifiques. Des dizaines de milliards de dollars ont été dépensés pour faire de la cigarette une parfaite matrice de l'addiction. Comment ont-ils réussi à contrôler la science, à s'assurer du silence de l'État, à bâillonner les contre-pouvoirs? Pour le comprendre, nous allons plonger au cœur de la conjuration des dirigeants de l'industrie du tabac. Nous allons reconstituer les mécanismes tentaculaires qui ont assuré le succès du Big Tobacco. Grâce aux experts qui ont parcouru des dizaines de millions de documents d'archives internes enfin révélés. Grâce aux témoignages d'anciens chercheurs des laboratoires secrets des cigarettiers. En septembre 1983, on a commencé à avoir des doutes. Un jour d'avril, j'ai décidé que je ne pouvais plus participer au mensonge. Les conspirateurs n'auraient jamais été démasqués sans le courage des lanceurs d'alerte. Les révélations des lanceurs d'alerte ont déclenché une véritable tempête. Voici la plus vaste manipulation de l'opinion menée par une industrie des années 50 à nos jours. I believe that nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive. And I too believe. Ils sont 7. Les 7 dirigeants des plus puissantes compagnies de tabac américaines. Nous sommes en 1994 et devant une commission sénatoriale, ils jurent que la nicotine n'est pas addictive. C'est le plus grand mensonge jamais formulé par des patrons de l'industrie. Grand par son énormité et par sa durée. Tout a commencé 100 ans plus tôt. Dans les salles de vente aux enchères au début du XXe siècle, on s'arrache les piles de feuilles de tabac séchées. Un empire est en train de naître. C'est une industrie qui est derrière, même si on a une apparence agricole. Ce qui a tout changé, c'est la machine à faire des cigarettes. À la fin du 19e siècle et au début du 20e, une bonne partie de l'industrie repose sur des monopoles. Il y a le trust du sucre, le trust des chemins de fer et le trust du tabac qui est dirigé par un certain James Duke.
James Duke est le père fondateur, le patron de la puissante American Tobacco Company. C'est lui qui, le premier, comprend le potentiel commercial de la cigarette et va chercher à l'exporter dans le monde entier. La légende raconte que James Duke, aux alentours de 1900, ouvre une carte et met le doigt sur la Chine en disant « Voilà notre avenir ». Dès les années 1890, l'American Tobacco Company a commencé à distribuer des films en Chine. On pouvait les voir en présentant un paquet de cigarettes. L'industrie du tabac a besoin de fumeurs. Elle va les chercher partout sur la planète et leur apprendre à fumer. Les femmes représentent un énorme marché potentiel, mais elles ne fument pas, c'est très mal vu en ce début de XXe siècle. Alors, on organise des concours d'élégance, comme ici à Paris en 1933. Les candidates, encore gauches, s'appliquent à fumer avec distinction. Peu à peu, ce geste va devenir iconique, synonyme de sensualité chez les femmes et de virilité chez les hommes. Je trouve qu'il y a quelque chose de très américain dans la manière dont la cigarette a été conçue. Les publicités en plein essor jouent à cette époque un rôle essentiel. Elles ont toutes le même but, répandre l'habitude de fumer dans toutes les couches de la société. La fumée est présentée comme un produit adoucissant pour la gorge. Fumer aurait des vertus digestives après un bon repas. Surtout, c'est un geste sexy qui de plus fait maigrir. L'élément clé, c'est la culture matérielle de la cigarette. Il fallait avoir des cendriers, il fallait avoir des briquets, des lieux pour les fumeurs. Et l'industrie du tabac a créé cette culture du produit qui permettait de fumer facilement. La banalisation du tabac est en route. Les 2 guerres mondiales vont accélérer la cadence grâce aux cigarettes ajoutées dans le pactage des soldats. Les cigarettiers, les grands fabricants de tabac, sont ravis de profiter de cette association entre le patriotisme et la cigarette. Cette omniprésence de la cigarette ne doit rien au hasard. Elle a été organisée pendant des décennies. C'est une merveille pour l'industriel qui vend beaucoup. Ça coûte pas cher. Certains disaient ça coûte 1 cent et ça se vend $1. Pour l'État américain, c'est une poule aux œufs d'or. Une manne fiscale qui, en 1930, rapportait autant que les impôts. Émerveillés, les gouvernements successifs vont donc lui réserver un statut à part. La cigarette est exemptée de toute surveillance sanitaire. On vit dans un monde où le tabac fait figure d'exception. La cigarette est au-dessus de toutes les règles. La cigarette est un succès industriel qui génère des centaines de millions de dollars par an. 3 acteurs profitent de ce marché en pleine expansion. Tout d'abord, les fabricants. Le trust de départ a été dissous et remplacé par plusieurs sociétés. Philip Morris est le dernier né de ceux qu'on appelle parfois les Big Six. Ensuite, les publicitaires. Dès les années 20, les rois américains du marketing et des relations publiques mettent leur talent au service du tabac. Enfin, la classe politique américaine et notamment les élus du Congrès. L'argent du tabac finance bien des campagnes. Appuyée sur ces 3 piliers, la cigarette semble invincible. Et pourtant, en 1950, une menace apparaît. Une nouvelle maladie a surgi aux États-Unis. Des hommes atteints de cancer du poumon affluent dans les cabinets médicaux. Maurice Tubiana, qui a été un grand cancérologue, nous expliquait que, jeunes étudiants, un jour, on leur a dit « On va vous montrer une chose que vous ne reverrez plus jamais de votre carrière ». C'était un cancer du poumon chez un homme. C'était une rareté absolue. Les premiers fumeurs commencent à développer des maladies respiratoires, cardiaques et des cancers du poumon. La plupart des gens à l'époque ne savent pas que leurs cigarettes sont en train de les tuer. C'est totalement méconnu. Pendant longtemps, chacun se dit, mais comment quelque chose d'aussi banal peut être dangereux? Les chercheurs américains, dans les années 50, essayent de comprendre les causes de cette nouvelle épidémie.
Ernst Winder et d'autres scientifiques mènent une expérience très simple. Ils extraient le résidu de goudron de la fumée de cigarette et ils en badigeonnent le dos des souris, ce qui génère des tumeurs. Ces expériences sur des animaux, en particulier celles publiées en 1953, ont un impact majeur. Ces premières études démontrent que la fumée de tabac est cancérigène. Le New York Times publie des articles à 12 reprises en 1953 sur le sujet. Finalement, le magazine Reader's Digest, très populaire aux États-Unis à l'époque, a publié un article intitulé « Le cancer par la cartouche de cigarette ». Ça a provoqué une immense panique sanitaire en Amérique. Quand le lien entre le tabac et la maladie est devenu flagrant, tous les dirigeants de l'industrie se sont inquiétés des répercussions possibles sur leurs ventes. Le 8 décembre 1953, peu de temps après ces publications, il y a une crise boursière. Les prix du tabac chutent. Et l'industrie du tabac réagit alors de manière spectaculaire. Elle choisit de se battre pour préserver ses profits. La riposte s'organise. Au cœur de Manhattan, les patrons de l'industrie du tabac se donnent rendez-vous ici, au Plaza Hotel, le 15 décembre 1953. Ils décident de se défendre de manière très habile. On peut quasiment retracer la réunion heure par heure. Paul Hahn, le président d'American Tobacco, a pris l'initiative de cette rencontre entre concurrents. La réunion des dirigeants de Reynolds Tobacco Company, Lorillard, Benson & Hedges, Brown & Williamson et Philip Morris est illégale. Elle doit donc rester secrète. Pour sortir de l'impasse, les 6 conjurés sont conseillés par un cabinet de relations publiques. Le patron de l'agence Hill & Knowlton a lui aussi été convié. C'était la plus grosse agence de relations publiques du monde. Hill & Knowlton, avec l'aide des juristes de Schuckardy & Bacon, ont cherché comment mettre au point la fraude. Les industriels se mettent d'accord sur un communiqué. Il sera publié simultanément par 448 journaux américains. Du jamais vu, facturé 244 000 $. John Hill leur a soufflé l'idée de cette lettre ouverte baptisée « Franche déclaration aux fumeurs de cigarettes ». Ils s'engagent légalement et contractuellement auprès des Américains à trouver la vérité, puis à la faire connaître publiquement. En fait, ce n'est pas une franche déclaration, c'est une déclaration à la con. Ils en étaient conscients et ils savaient très bien qu'ils ne reconnaissaient pas la plus petite part de vérité en la publiant. Ils décident de parler d'une seule voix, à travers un nouvel organisme, le Comité de recherche de l'industrie du tabac, qui est censé chercher la vérité. Finalement, ils s'engagent à consacrer des centaines de millions de dollars pour produire des études prétendant qu'elles allaient apporter la preuve que la cigarette ne pouvait pas être mauvaise pour la santé. Nous avons toujours coopéré et coopérerons toujours étroitement avec ceux dont le rôle est de protéger la santé publique. C'était la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une industrie aussi importante faisait corps pour s'assurer que personne ne découvre la vérité sur ses produits. Les rouages de la conspiration sont en place. La première cible, ce sont les médecins. Ils sont inondés d'études, de courriers pour les convaincre que le lien n'est pas établi entre la flambée de cancer et l'habitude de fumer des cigarettes. Cette célèbre publicité des années 50 souligne d'ailleurs avec malice que la plupart des médecins fument à l'époque. Le message est clair. Si votre médecin fume, vous pouvez y aller sans crainte.
La conspiration consiste en une campagne pour rassurer, pour rétablir la confiance. Ils s'allient aux chercheurs, aux universitaires, au milieu de la santé, et ils leur disent « Nous allons travailler ensemble, il faut approfondir les recherches, pas de conclusions hâtives. » Les industriels ont joué la carte de la bonne foi. Et cette honnêteté de façade va durer pendant près de 50 ans. Tout le monde va se laisser abuser. Les stratagèmes de l'industrie du tabac étaient pourtant écrits noir sur blanc dans une forêt de documents internes. Une centaine de millions de pages, rédigées par les majors du tabac. Toutes les manipulations du savoir, les opérations de corruption y figurent. Ces archives sont ultra secrètes, car elles contiennent une bombe, la vérité. Voici pour commencer un démenti éclatant du principal argument utilisé pour défendre le tabac. La cigarette n'est pas la cause des cancers. Des chercheurs du cigarettier Liggett et Myers écrivaient dans une note confidentielle en 1961 « Il y a dans la fumée des substances actives biologiquement. Celles-ci sont causes de cancer, promotrices de cancer. » Les industriels du tabac mentaient donc lorsqu'ils affirmaient manquer de preuves pour établir ce lien. En interne, leurs propres chercheurs en étaient persuadés. Depuis quand les cigarettiers connaissaient-ils la vérité? Robert Proctor a découvert la réponse dans les archives internes, dans une étude confidentielle commandée par les fabricants du papier qui entourent les cigarettes. Ces expériences secrètes comparaient la fumée produite par du papier seul à celle produite par du tabac, pour déterminer laquelle de ces fumées causait le cancer chez les souris qui y étaient exposées. Les résultats apparaissent dans la colonne de droite. La fumée du tabac, roulée dans les différents papiers à cigarettes, donne dans tous les cas un résultat positif, c'est-à-dire cancérigène. Mais si on enlève le tabac pour n'étudier que la fumée du papier à cigarette, le résultat est bénin. Le papier seul n'est pas cancérigène. Le papier est mis hors de cause. C'est un moment charnière, parce que c'est là qu'ils se rendent compte. Mince, ça ne vient pas du papier. C'est le tabac inhalé qui cause des maladies. Ces résultats ont été communiqués dès 1953 aux fabricants de papier à cigarettes. Veuillez trouver ci-joint les résultats d'analyse menés par le laboratoire d'Augusta Paper Company. La plus haute confidentialité est requise pour ces informations. Les cigarettiers connaissaient des dizaines d'années avant le grand public, et même avant les autorités de santé et la communauté scientifique, l'impact de leurs produits sur la santé. Quand les patrons de l'industrie du tabac se sont réunis en décembre de la même année, ils auraient donc pu choisir de dire la vérité. Mais ils ont préféré la cacher. C'était d'un cynisme total d'avoir agi de la sorte. Ils ont prouvé de toute évidence qu'ils se moquaient complètement de la santé de la population. Je pense que c'était le reflet de leur orgueil démesuré. Ils n'ont pas imaginé qu'ils pouvaient se faire prendre. Au cœur de Manhattan, dans l'Empire State Building, le TIRC, l'organisme de recherche de l'industrie du tabac, a pu dissimuler ses méfaits pendant des décennies. Entretenir l'ignorance, c'était la stratégie orchestrée par le cabinet de relations publiques Hill & Knowlton, logé juste un étage au-dessus. La voici parfaitement résumée dans ce document interne de 1971. Pendant près de 20 ans, cette industrie a eu recours à une stratégie unique, brillamment conçue et appliquée tout au long de ces années. Elle a consisté à garder le contrôle en créant le doute. Le doute est un allié précieux, qu'on nourrit à coups de centaines de fausses études. Ils trouvent des scientifiques d'accord pour prendre leur parti, des scientifiques cupides, des mercenaires, prêts à nier tout lien entre le tabac et le cancer du poumon. Les recherches financées par le TIRC et par les nombreux acteurs de la conspiration ne sont pas indépendantes. Si l'un de ces scientifiques, et ils étaient des centaines payés par le TIRC, si l'un d'eux découvrait que la cigarette était nocive, on lui coupait les vivres. Ces mercenaires peuvent même se montrer serviles. Voici l'un d'eux,
le docteur Robert Wolfe, un médecin américain interrogé par un journaliste français en 1965. Tous mes malades m'ont demandé si c'était dangereux de fumer. Quoique non-fumeurs de presque toujours, je leur ai dit que c'était beaucoup moins dangereux que ne prétendaient les autorités de santé américaines et ils ont été très heureux de reprendre leurs vieilles habitudes. Ces propos étaient téléguidés. Le docteur Wolfe est le directeur d'un institut de recherche en maladies cardiovasculaires. Dans ce courrier, écrit peu après l'interview, il réclame un complément de financement à l'American Tobacco Company. Il précise même le montant, 25 000 $. Quasiment toutes les universités ont reçu de l'argent de Philip Morris ou de Reynolds. Les écoles de médecine, les facs d'histoire. Quand moi je suis arrivé à Stanford, il y avait 2 chercheurs qui travaillaient secrètement pour l'industrie du tabac, dans ma propre faculté. Les mensonges fonctionnent parfaitement. La consommation de cigarettes est multipliée par 2 entre 1945 et 1960. Des millions de fumeurs vont en mourir, les gouvernements ferment les yeux. Enfin, en 1962 en Angleterre, les pouvoirs publics se réveillent. Le Collège des médecins anglais fait un rapport et montre la dangerosité du tabac et la nécessité de prendre des mesures. Le Collège royal de médecine anglais fait autorité. Ces médecins établissent qu'il y a suffisamment d'éléments pour lier le tabac et les cancers du poumon. L'Angleterre lance la première campagne d'information publique et encourage les fumeurs à s'arrêter. 2 ans plus tard, c'est le tour des États-Unis. Le Surgeon General, le monsieur santé du gouvernement américain, tient une conférence de presse qui fait sensation. Le tabagisme est la cause principale des 41 000 décès annuels dus au cancer du poumon dans notre pays. Le secrétaire d'État parle sous pression. L'industrie du tabac a cherché à prendre le contrôle de la commission d'experts réunie pour aboutir à cette conclusion. Les experts ont travaillé dans le plus grand secret. Ils ont tout fait pour qu'aucune information ne soit divulguée, par peur de subir l'ingérence de l'industrie. L'industrie du tabac n'a pas pu empêcher cette première mise en garde officielle, relayée par toute la presse. Mais elle va agir quelques mois plus tard, en faisant pression sur les élus du Congrès américain pour qu'ils ne prennent aucune mesure concrète. Au début, les Américains arrêtent de fumer, puis le taux de fumeurs remonte. À la fin de l'année 1964, les ventes de cigarettes atteignent de nouveaux records. Une occasion a donc été manquée. L'industrie du tabac utilise ce nouveau répit pour inonder l'écran de publicités qui vantent le bonheur de fumer des cigarettes. N'oublions pas que l'industrie du tabac, entre les années 1940 et 2000, a dépensé 250 milliards de dollars en faveur de la cigarette. L'industrie dépensait plus en une journée à promouvoir la cigarette que les autorités de santé publique en une année à établir la vérité. Mais en 1967, les premiers groupes anti-tabac exigent à leur tour l'accès au petit écran. La télévision diffuse alors ces sketchs qui mettent en scène un patron de l'industrie du tabac, caractériel et cynique, prêt à tout pour améliorer ses ventes. Un patron qui lui-même n'est pas assez fou pour fumer. Ces spots sont si efficaces que les fabricants de tabac acceptent en 1970 que leurs pubs soient retirées des antennes. Parce que selon la règle d'équité, quand des publicités pour le tabac sont diffusées, des publicités anti-tabac doivent l'être aussi. Chassée des écrans publicitaires, la cigarette est encore omniprésente. Les fabricants en distribuent gratuitement dans les avions, à proximité des écoles et même dans les hôpitaux. Comme une pieuvre qui étendrait ses tentacules à coups de centaines de millions de dollars,
l'industrie du tabac s'est acheté une influence considérable sur l'ensemble de la société américaine. Jusqu'au sommet de l'État. Lyndon Johnson, un ancien président américain, avait dans son entourage proche des membres du lobby du tabac. Johnson était ami avec le président du Tobacco Institute, un certain Earl Clement. Donc les liens entre la Maison-Blanche et les bureaux enfumés des lobbyistes étaient très étroits. Quelque part, Johnson ne voulait pas s'aliéner ses amis, ni le soutien politique que ses amitiés lui procuraient dans les États du Sud. Pourtant, dans l'opinion publique, un bouleversement se prépare. Les premiers groupes de défense des non-fumeurs apparaissent à College Park dans le Maryland en 1971, quand une jeune mère de famille, une ménagère, comme elle le dit elle-même, décide de supprimer les cendriers. Ces non-fumeurs découvrent qu'eux aussi peuvent avoir un poids politique. Plusieurs villes américaines prennent des arrêtés d'interdiction de fumer dans certains espaces publics. Les cigarettiers se rendent compte qu'ils ont un problème. Certains fumeurs arrêtent de fumer. Mais les industriels comprennent aussi que la science est une alliée. Alors ils construisent de gigantesques laboratoires secrets qui emploient des centaines de personnes à mettre au point des subterfuges. Jeffrey Wigand a été recruté pour diriger ces nouvelles recherches. C'était à la fin des années 80, il était le numéro 2 de Brown & Williamson. J'ai appris et compris comment on fabriquait les cigarettes, pourquoi on y mettait certains composants, et ce qu'on appelle la conception de cigarette. Ces données-là ne devaient surtout pas être divulguées. En toute discrétion, les géants américains du tabac préparent une contre-attaque. Des légions de chimistes sont embauchés. Quand j'ai été engagé, la compagnie Reynolds venait d'inventer une cigarette baptisée « Première ». Cette cigarette était composée d'extraits de tabac qui étaient en quelque sorte chauffés. Elle était présentée comme plus sûre. Dès lors, tous les fabricants de tabac ont cherché à créer leur cigarette plus sûre. Mais ils ne pouvaient pas dire qu'elles étaient plus sûres. Ça aurait signifié que les cigarettes ordinaires étaient dangereuses. Ils étaient pris à leur propre piège. Les industriels ont dissimulé ces recherches internes. Pour décrypter ces nouveaux mensonges, il faut se plonger dans le contenu de ces cylindres blancs. C'est simple en apparence. Du tabac séché et haché emprisonné dans de fines feuilles de papier. C'est à partir de là que le procédé devient hautement technologique. La combustion du tabac est un processus complexe qui dégage 4000 composants. Le plus célèbre étant la nicotine. Ce qui est dangereux, c'est la fumée. Normalement, quand on fait brûler du bois dans la cheminée, on met une cheminée. Là, on se met le nez dans le foyer de la cheminée. Je vous rappelle qu'une bouffée d'une cigarette, c'est 1 milliard de particules, mais ça équivaut à autant de pollution en particules fines que de rester une journée dans Paris pollué. Le filtre est mis en avant comme un moyen de neutraliser certaines particules. Des centaines de filtres différents sont inventés. Ils vont faire au début des vrais filtres. Mais finalement, le fumeur va tirer, il ne va plus rien avoir. Un filtre qui filtre vraiment, le fumeur n'a plus ce qu'il recherche. Et donc, ces cigarettes sont des échecs. Un filtre oblige à fumer plus pour compenser. Les gens inhalaient la fumée plus profondément, ils tiraient plus de bouffées. Ils gardaient la fumée plus longtemps en eux. Et ça a généré de nouveaux cancers du poumon, plus profonds et souvent inopérables. Ils ont même fait des filtres en amiante. C'est quand même une curiosité quand on regarde ça aujourd'hui. Les scientifiques de cette marque savaient pourtant que les particules d'amiante déclenchaient des cancers et des mésotéliomes. Les filtres ne filtrent pas. C'est comme une ceinture de sécurité qui serait faite avec des spaghettis. C'est une illusion. Et l'industrie du tabac en était consciente depuis le début. C'est écrit noir sur blanc dans une étude de marché réalisée par Philip Morris en 1966. L'illusion de la filtration est aussi importante que le fait même de filtrer. Les filtres, quel que soit leur mode de fabrication, sont une tromperie. Pour cacher leur inefficacité, l'industrie a déployé une autre ruse.
des micro-trous percés au milieu du filtre, quasi invisibles. Des petits trous faits à la base du filtre vont permettre à l'air de rentrer. Vous ne les voyez pas, ces petits trous, ils sont trop petits. Vont permettre à l'air de rentrer et à diluer le flux de fumée qui vient de l'extrémité de la cigarette qui est en train de se consumer. Les tests en laboratoire sont réalisés grâce à ces pompes qui aspirent l'air mécaniquement, puis l'analyse. Les micro-trous font entrer plus d'air, ce qui fausse les résultats. La fumée est très diluée. La machine indique un taux de nicotine et de goudron inférieur à ce que le fumeur inhale en réalité. L'industrie a ainsi pu afficher des taux réduits sur ses paquets et commercialiser des cigarettes dites légères. Mais le fumeur n'est pas une machine. Parce qu'il met les doigts à la base du filtre et sans qu'il sache très bien pourquoi, au moment où il a besoin de beaucoup de nicotine, il va écraser la base du filtre. Il obstrue avec les lèvres ou les doigts les trous de ventilation et il reçoit une dose plus forte de goudron et de nicotine. Pendant des décennies, l'industrie du tabac a été autorisée à afficher des taux de goudron et de nicotine qui étaient faux. Nous avons été trompés. J'ai dit que la cigarette légère était moins dangereuse, ce qui était une erreur. J'ignorais totalement le subterfuge. Pour moi, c'est un des aspects les plus diaboliques. Cette catégorie de cigarettes a tué au moins 10 millions de personnes qui auraient pu être épargnées. Louisville, dans le Kentucky, décembre 1988. C'est ici que le combat contre Big Tobacco va changer de dimension. Jeffrey Wigand, fraîchement nommé directeur de la recherche chez Brown & Williamson, multiplie les accrochages avec son patron. C'était tout sauf un scientifique, c'était un commercial. J'avais des difficultés à communiquer avec lui, parce qu'on ne parlait pas la même langue. Il me reprochait toujours d'employer des mots compliqués. Jeffrey Wigand est au courant de tous les programmes secrets. Il fait alors une découverte choquante. L'idée était d'utiliser certains additifs et certains produits chimiques pour rendre les cigarettes savoureuses. Pourquoi vouloir leur donner bon goût? On m'a répondu, parce que ça attirera les gamins. J'ai appris à ce moment-là que chaque jour, 3000 enfants fumaient leur première cigarette. Un chiffre qui fait gonfler les statistiques. Thomas Sandhofer lui demande de travailler sur une formule plus douce pour que les jeunes se mettent à fumer plus facilement. Quand on met le grappin sur un jeune, c'est à vie. Voilà ce qu'il a dit. Ça m'a immensément contrarié, parce que désormais, je participais à la fraude. Je faisais partie du mensonge. Ils savent tous que si on n'arrive pas à vendre aux teenagers, c'est fichu. Donc ils ont travaillé, ils ont mis des cigarettes à la vanille, des cigarettes au sucre, des trucs avec des capsules dedans pour faire exploser dans la bouche, pour amuser, pour que les premières cigarettes soient quelque chose d'acceptable. Ce nouveau mensonge est repris par la presse. Mais les industriels nient en bloc. On ne démarche pas les plus jeunes. Et pourtant, c'est exactement ce qu'ont fait toutes les grandes marques de cigarettes. En 1988, Camel redonne un coup de jeune au dromadaire qu'il incarne. 75 millions de dollars sont dépensés pour attirer l'attention des enfants et des adolescents avec ce personnage attachant. Voilà pourquoi l'âge de la première cigarette est passé de 21 à 18 ans, puis 16, puis 15. Aujourd'hui, l'âge moyen aux États-Unis, c'est 12 ans. Les archives contiennent la preuve de ce énième mensonge. Un des vendeurs en formation qui dit « mais on doit vraiment aller près des écoles ?» Le formateur répond « les enfants, ils ont une bouche, donc on les veut. » Après les femmes, c'est donc au tour des jeunes. Big Tobacco continue de dérouler ses tentacules. Actions caritatives, lobbying, subventions, les mêmes stratégies sont utilisées pour attirer de nouveaux publics qui viendront grossir les rangs des fumeurs. Ce sont de puissants cabinets d'avocats qui mènent ces opérations. En interne, on les appelle les God Kings, les dieux régnants.
J'ai découvert un document il y a seulement quelques années qui parlait du couronnement d'un nouveau dieu régnant. Le dieu régnant étant le président de ce comité de juristes, qui allait d'Arthur Stevens à Steve Parish, du juriste numéro 1 de Laurel Hillard à celui de Philip Morris. Juillet 1977, un lieu tenu ultra secret dans le sud de l'Angleterre. L'industrie du tabac tente d'étendre ses méthodes et sa stratégie en Europe. Les cigarettiers se rendent compte que si l'un d'eux tombe, ils tomberont tous. Ils veulent s'assurer qu'aucun d'eux ne révélera la vérité. L'ambiance est tendue. L'entreprise Reynolds représente les intérêts américains. Les fabricants anglais ne sont pas d'accord. Mais au bout de 2 jours de négociations, les Européens acceptent de participer à cette campagne de désinformation. L'objectif était d'étendre la campagne au plan international. Aucun fabricant de cigarettes ne rompra le pacte de la conspiration. C'est stupéfiant. Un élément nouveau va affaiblir la toute-puissance de l'industrie du tabac. Au début des années 80, des scientifiques prouvent que les non-fumeurs exposés à la fumée de cigarettes courent eux aussi un risque mortel. L'industrie se rend compte qu'elle est face à une énorme menace, qui est nouvelle, parce que les gens commencent à comprendre que la fumée des autres les tue, qu'il ne s'agit plus seulement de suicide, mais d'homicide. Pour la première fois, l'industrie du tabac risque d'apparaître pour ce qu'elle est, une industrie de mort. Ses dirigeants vont à partir de ce moment précis revoir toute leur campagne de publicité. Ils ont commencé par gommer la fumée de cigarette comme pour dire « rien ne sort d'une cigarette ». Puis ils ont retiré la cigarette tout entière. Aujourd'hui, on ne voit quasiment jamais de cigarettes dans les publicités. Les cigarettiers s'appuient aussi sur le symbole de la liberté. Fumer devient un choix libre qu'il faut défendre face aux attaques des non-fumeurs. Les porte-paroles subliminaux de ce message seront les acteurs américains les plus célèbres, les plus admirés. Voici les dessous financiers de cette bataille. Un contrat signé entre Sylvester Stallone et une marque de cigarettes prévoit qu'il apparaisse en train de fumer dans 5 films. En échange, Stallone exige $500 000. Ils ont payé les plus grandes stars, Sean Connery, Paul Newman, Sylvester Stallone, et des dizaines d'autres ont été payés pour fumer devant la caméra. Mais les fumeurs, célèbres ou pas, finissent par tomber malades. Et toutes ces victimes traînent les fabricants devant les tribunaux. La bataille judiciaire est décisive, car les juges forcent les cigarettiers à dévoiler leurs archives internes pour établir la vérité. Ils sont condamnés à rendre publics les documents qui contiennent la preuve de leurs mensonges. L'étreinte de la pieuvre commence à se desserrer. Ils voulaient que leurs archives restent dans l'ombre, et je suis sûr qu'ils étaient horrifiés. C'est pour cette raison qu'ils ont toujours fait le maximum pour que leurs documents ne voient jamais le jour. Le coup de grâce va venir de l'intérieur. Victor Denoble était un jeune chercheur engagé par Philip Morris en 1980 pour trouver une molécule de remplacement à la nicotine qui ne soit pas dangereuse pour le cœur. Voilà une entreprise qui vient dire aux jeunes chercheurs que je suis, on fait du mal aux gens, on voudrait ne plus en faire. J'ai toujours pensé que les gens devaient arrêter de fumer et j'ai trouvé la proposition intéressante. Tout s'est passé à merveille les 2 premières années. Son programme est ultra secret. Voici les rares photos prises à l'époque. Victor Denoble et son collègue décident de commencer par étudier l'effet de la nicotine sur des rats. On faisait de la recherche 14 heures par jour. On ne pouvait pas rêver mieux. On pouvait demander tout ce qu'on voulait et on nous l'accordait. Les rats ont un libre accès à la nicotine et ils s'en auto-administrent de plus en plus. On a été les tout premiers à démontrer que les rats devenaient dépendants. Je me souviens d'un article que j'avais écrit intitulé « La nicotine est une drogue ». Un des juristes de la société avait barré le mot « drogue » et l'avait remplacé par « composé chimique ». Ça revenait au même, mais il ne voulait pas associer les mots « nicotine » et « drogue ». Victor Denoble fait ensuite une découverte majeure. Il trouve une molécule qui pourrait remplacer la nicotine.
On était comme des gosses. On pensait que tout allait bien se passer. Et puis un jour, la direction me convoque et on me dit « C'est une décision commerciale. On arrête vos recherches. Vous êtes licencié. » On ne l'avait pas du tout vu venir. Ça a été une grosse surprise. Victor et son équipe ont mis en danger leur employeur avec leur découverte. Leurs travaux sont détruits, ils n'ont plus le droit d'en parler. Il y a 40 ans, on pensait que seule la nicotine était à l'origine de problèmes cardiaques. Mais aujourd'hui, on sait que la fumée de cigarette contient plusieurs dizaines de molécules dangereuses pour le cœur. Donc même si notre molécule avait remplacé la nicotine, ça n'aurait pas marché. C'est devant les sénateurs que tout va se dénouer en 1994. Les élus ont convoqué les dirigeants des 7 principales compagnies de tabac pour leur poser une question. Victor Denoble et Jeffrey Wigand suivent la transmission télévisée en direct. Dans la salle, il y a les ex-dirigeants William Campbell et Thomas Sanderford. Ma femme et moi étions devant la télé pour voir ça. J'étais très curieux de savoir ce qu'ils allaient dire. Vont-ils s'accrocher à leurs mensonges comme ils le font depuis 40 ans? I believe nicotine is not addictive, yes. Mr. Johnston. I believe that nicotine is not addictive. Pour rien au monde, ils n'auraient dit la vérité. Cela aurait signifié que leurs déclarations passées étaient toutes mensongères. Ils savaient, sans se l'avouer en ces termes, qu'ils étaient des trafiquants de drogue, exactement comme les gros trafiquants de cocaïne sud-américains. Ils se faisaient tellement d'argent qu'ils ne voulaient rien lâcher. Je me souviens avoir pensé, comment pouvez-vous vous regarder dans le miroir? Les sénateurs vont-ils les croire? Jusqu'à ce jour d'avril 1994, la classe politique américaine n'a jamais cherché à enquêter sur les méfaits du tabac. Je crois que la plupart d'entre eux, si ce n'est tous, connaissaient la vérité. Mais pour les uns, elle était gênante, et pour les autres, elle était moins importante que de lever des fonds pour financer leur campagne, et donc de conserver le soutien des cigarettiers. Les dirigeants de cette commission sénatoriale veulent la vérité. Ils connaissent Victor Denoble et voudraient le faire témoigner, mais l'ancien chercheur de Philip Morris est lié par un accord de confidentialité. Si on divulguait la moindre information, ils pouvaient nous faire taire, mais aussi nous poursuivre en justice. Mr. Campbell, will you release Dr. Denoble from his confidentiality agreement so that he can appear voluntarily before this subcommittee? Il a prononcé mon nom à la télé. J'ai cru que mon cœur allait lâcher. Il a dit, il pourrait témoigner devant nous, mais vous l'avez réduit au silence. I don't know of the confidentiality agreement, so I'd have to have an investigation, but then I will answer. Will you release Dr. Denoble from any contractual arrangements? Ce ping-pong m'a semblé durer une éternité, probablement entre 40 et 45 secondes. Can I check with my counsel at this time? Et là, le président de Philip Morris a regardé son avocat et a dit, qu'est-ce que je fais? All right. You will do it, sure. Thank you. J'entends ça et là, on va pouvoir le dire au monde entier, pas seulement à un collègue. On va parler sur une chaîne de télé nationale. On va passer sur la chaîne parlementaire et dire à tout le monde ce qu'on a fait pendant 4 ans. And raise your right hand. That the testimony you are about to give is the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Pour la première fois, un témoignage interne à l'industrie du tabac va être rendu public. We found that nicotine functioned as an intravenously delivered reinforcer in rats. Our results demonstrated for the first time that nicotine shared common characteristics with other drugs that are delivered intravenously. Le patron de Philip Morris a donc menti aux sénateurs. La nicotine est addictive et il le savait. D'autres pratiques secrètes sont alors dévoilées. On a appris pendant cette audition que les industriels avaient intégré dans un modèle de cigarette une capsule d'aluminium contenant des soi-disant cristaux parfumés qui étaient saturés de nicotine. Près de 70% de la nicotine de cette cigarette avait été ajoutée artificiellement. Plusieurs lanceurs d'alerte se décident à parler. Jeffrey Wigand est l'un d'entre eux.
Il a été licencié, il est lui aussi tenu au secret par son ancien employeur. Un jour d'avril, j'ai décidé que je ne pouvais plus participer au mensonge. Et puis, l'occasion s'est présentée d'informer le public sur les pratiques internes de l'industrie du tabac. Jeffrey Wigand va commencer par collaborer anonymement avec les agents de la FDA, la Food and Drug Administration, chargée de surveiller la non-dangerosité des produits. J'étais parmi les seuls à être au courant de ce que faisaient les juristes, les dirigeants, les commerciaux, ce que personne, même au sein des laboratoires de recherche, ne savait. J'ai donc aidé les enquêteurs jusqu'à ce qu'ils rédigent leur rapport. En fait, ça a consisté à les informer sur les cigarettes sans nicotine, sur le ciblage des jeunes, sur différents aspects de la conception des cigarettes. Quand son employeur découvre qu'il est devenu un lanceur d'alerte, sa vie devient un enfer. J'ai reçu des menaces de mort. Je savais que j'étais suivi. J'avais des gardes du corps 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils inspectaient ma voiture le matin, surveillaient mon courrier. Je ne pouvais pas aller aux toilettes sans protection. Il a payé professionnellement, personnellement, familialement. Il a témoigné et il a été d'un courage exemplaire. Et donc, ce style de personne qu'on appelle maintenant lanceur d'alerte a été extrêmement important. Ces révélations secouent l'Amérique. Le président Clinton charge sa ministre de la Justice d'ouvrir une enquête pour parjure, fraude et conspiration. La complaisance au sommet de l'État n'est plus de mise. Des maxi-procès se profilent. Si la responsabilité pénale des fabricants est établie, il pourrait conduire à des amendes records et des peines d'emprisonnement. Le résultat, c'est qu'en 1998, les procureurs généraux de 46 États et les principaux fabricants de tabac vont passer un accord. L'industrie a accepté pour 46 États américains de payer 202 milliards de dollars sur 24 ans. Et donc, c'est une transaction financière. En échange, toutes les procédures lancées par l'État américain sont abandonnées. La clause de confidentialité de Jeffrey Wigand est levée. Mais pour les lanceurs d'alerte, c'est un mauvais accord. Les cigarettiers ont gardé le droit de vendre du tabac. S'ils avaient perdu ne serait-ce qu'un seul de ces maxi-procès, ils auraient fait faillite et ne vendraient plus de cigarettes aujourd'hui. En matière de santé publique, ce n'était pas un bon accord. Que les fabricants de tabac les signaient aussi facilement, qu'ils aient été ravis de ces termes, laisse penser que c'était un très mauvais accord. Pire encore, les fabricants de tabac ont tiré profit de cette transaction à l'amiable. Le Master Settlement Agreement de 1998 se résume plus ou moins à une taxe de 40 cents sur chaque paquet de cigarettes. Comme les fabricants ont augmenté le prix du paquet de 45 cents, ils en sont sortis gagnants. Et ils ne doivent verser les milliards de dollars aux États qu'à condition que leur compte soit bénéficiaire. C'est presque un programme de garantie de profit. C'est tout bénef pour les industriels. L'accord passé avec l'État américain a donc laissé les coudées franches à l'industrie du tabac. Il prévoyait pourtant le démantèlement des organismes du mensonge, l'interdiction du parrainage sportif, des publicités dans la presse jeunesse. Mais dans les faits, ces mesures sont contournées en permanence. Pour l'industrie du tabac, la seule priorité reste les profits. De même, l'État américain a échoué à encadrer le produit. Des textes existent, mais ils ne sont pas appliqués. Les autorités sanitaires semblent impuissantes quand il s'agit de cigarettes. On a des normes de sécurité sanitaire plus strictes pour la nourriture pour chiens que pour les cigarettes. Certains composants autorisés dans les cigarettes ne le seraient jamais dans la nourriture pour chiens. Rien n'arrête ces gens. La nicotine ne coûte pas cher et génère de très gros profits. Tant qu'ils pourront mettre leurs produits sur le marché, ils resteront dans le business.
Voici l'une des rares interviews où un représentant de Philip Morris accepte de reconnaître que fumer tue. Une seule personne est-elle déjà morte d'une maladie causée en partie par la cigarette? Il y a de bonnes chances que ce soit arrivé. Oui, c'est possible. Et 1000 personnes? C'est possible. 100 000 personnes? C'est possible. Ce sera tout. Merci. Après 50 ans de mensonges, la vérité a donc fini par surgir. Mais les responsables de cette activité meurtrière n'ont pas exprimé le moindre regret. Tous ces cadres dirigeants sont partis en touchant leur retraite. Joseph Cullman, le numéro 1 de Philip Morris pendant des décennies, a lui aussi pris sa retraite et en 2000, il a publié son autobiographie qui s'intitule « I'm a Lucky Guy ». Je suis un homme chanceux. Ils auraient dû être condamnés à de lourdes amendes et probablement aussi à de la prison. Parce que non seulement ils ont enfreint des lois, mais ils ont aussi pris des décisions qui ont entraîné la mort de millions de gens, l'addiction d'enfants et le décès de parents. Des décisions qui ont détruit d'innombrables vies. La consommation de cigarettes a diminué de 67% aux États-Unis depuis 1965. Elle est en baisse dans tous les pays qui ont développé cette habitude au XXe siècle. Mais au fond, la pieuvre n'a fait que se déplacer. En Asie, en Afrique, les fabricants de cigarettes appliquent les recettes qui les ont enrichis. Publicités agressives, ciblage des jeunes, financement des partis politiques. La stratégie du mensonge n'a été contrée qu'en Europe et aux États-Unis. De nos jours, elle sévit encore, partout où les pouvoirs publics se laissent corrompre. L'industrie a besoin de conquérir de nouveaux pays qui ont des barrières réglementaires peu élevées, des populations peu éduquées et un marché libre. Dans leur discours, les dirigeants de l'industrie du tabac anticipent la fin de la cigarette. Mais presque tous ont choisi d'investir dans la cigarette électronique. Sa publicité est libre aux États-Unis. Toutes les tactiques de vente désormais interdites pour les paquets de tabac sont à nouveau utilisées. Le seul objectif de l'industrie, c'est de distribuer cette nicotine addictive et de trouver un format pour la distribuer. Une addiction, c'est un comportement compulsif, on ne peut plus se contrôler. C'est la substance chimique qui nous contrôle. L'humanité n'a pas fini de payer les conséquences sanitaires de cette drogue légale qu'est la cigarette. Les projections statistiques prévoient que si la médecine ne fait pas de progrès, 1 milliard de fumeurs risquent d'être tués par leur addiction au XXIe siècle. En 1953, des premières études médicales démontrent que la cigarette provoque le cancer du poumon. Pourtant, à coût de milliards de dollars, des années durant, les cigarettiers vont s'employer à masquer la vérité et s'assurer de l'addiction des fumeurs grâce à la nicotine. C'est ce que vient de nous raconter cette enquête tirée de la série Les mensonges de l'histoire et réalisée par Bénédicte Delfaux. Quand s'arrêtera cette très cynique entreprise menée par l'industrie du tabac? Au prix de combien de vies? Ce sont les questions dont nous allons débattre maintenant avec nos invités présents sur ce plateau de Débat Doc. En commençant par vous, Éric Godeau, bienvenue à vous. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire du tabac et auteur, entre autres, de ce livre, Le tabac en France, de 1940 à nos jours, Histoire d'un marché, un ouvrage publié aux éditions Presse Paris-Sorbonne. Également avec nous, Mathieu Pechberti, bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes journaliste chez nos confrères de BFM Business et auteur de L'État accro du tabac. On comprendra mieux pourquoi avec vous tout à l'heure. C'est un ouvrage qui est disponible chez First Édition. Et puis enfin avec nous en webcam cette fois, Jean-Louis Touraine. Bienvenue Jean-Louis Touraine. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche du Rhône, professeur de médecine et membre de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Merci d'avoir accepté de participer à ce débat doc aujourd'hui. 1953, c'est la date retenue pour le titre de ce documentaire parce que c'est à cette date que des premières études médicales ont prouvé que le tabac, la cigarette, provoquait des cancers du poumon. Quand est-ce qu'on peut dater la prise de conscience des méfaits du tabac, de la cigarette dans notre pays, en France, à comparer aux États-Unis et au documentaire qu'on vient de voir? Alors, les premières études, c'est 1950. Ce sont deux professeurs anglais, le professeur Hill
et professeur Doll qui ont prouvé qu'il y a des liens entre tabagisme et cancer, 1950. Alors suite, la communauté scientifique européenne et internationale a multiplié les travaux dans les années 50 et 60. Concernant, dans le journal Le Monde dès 1950, un docteur qui s'appelle le docteur Lemaire pose la question, le tabac est-il toxique? Il a eu connaissance de ces travaux des deux chercheurs anglais et il pose la question. On peut considérer que le grand public, les fumeurs, les Françaises, les Français sont au courant dès la fin des années 50. Il y a déjà des études d'opinion, des sondages, il y en a un de 1957, un autre en 1960, qui s'adressent aux fumeurs et aux non-fumeurs, et tous, dans leur écrasante majorité, savent que le tabac est dangereux et mauvais. Et beaucoup disent même vouloir s'en débarrasser, mais n'y parviennent pas. Pour la raison que nous connaissons tous, c'est une addiction et il est difficile de se défaire d'une addiction. Donc finalement, les Français ont été très tôt au courant. Donc les Français sont alertés au début des années 50. Je dirais à partir de 1956-57. 56-57. La loi, le marqueur législatif anti-tabac, appelons-le comme ça, c'est la loi Evin 1991. Autrement dit, près de 40 ans après, on a une véritable loi dite anti-tabac en France. Pourquoi est-ce qu'on a mis autant de temps du côté des pouvoirs publics français à prendre pleinement conscience et à agir pleinement contre le tabac dans notre pays? Alors, en réalité, entre la fin des années 50 et la loi Evin que vous mentionnez, il y a la loi Veil de 1976, oui, qui est la première loi, le premier dispositif de lutte contre le tabagisme. Oui. D'accord ? Mais effectivement, c'est une loi qui a été mal appliquée, qui a été contournée et qui n'a pas eu les effets escomptés, qui n'a pas été très efficace. C'est pourquoi Evin, ministre de la Santé, propose au début des années 90 une loi... Ouais, on est 40 ans après, ce que vous venez de nous dire tout à l'heure. Pourquoi 40 ans? Pourquoi aussi longtemps? Même la loi Veil. Pourquoi 25 ans après? C'est incroyable. Il y a une génération entre la prise de conscience et les effets. Alors pourquoi cet écart? Est-ce qu'on n'a pas vécu en France très exactement tout ce qu'on a vécu dans ce documentaire? Est-ce qu'on ne peut pas parler d'une énorme manipulation de l'industrie du tabac qui explique ce temps de réaction des pouvoirs publics, notamment chez nous en France? On vient de le comprendre là. Oui, on peut même inverser la question et savoir pourquoi finalement est-ce que l'État n'a pas participé à cela. C'est-à-dire que là, on voit d'ailleurs, on est 30 ans après la loi Evin, il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles on a reculé. Mais cette prise de conscience, elle intervient effectivement dans les années 70, la loi Veil est en fait ce premier marqueur, mais pour les politiques, ce sont des décisions qui sont totalement impopulaires et donc qu'ils ont beaucoup de mal à prendre. La loi Veil est d'abord un tout petit départ, la loi Evin, donc 15 ans après, interdit la publicité, c'est évidemment un pas important, et puis ce fameux décret d'interdiction de fumer dans les lieux publics de Bertrand en 2006 ou 2007. Xavier Bertrand, qui était alors ministre de la Santé. Et encore 15 ans après la loi Evin. Donc il y a 30 ans entre la première loi et la dernière. Et pourquoi on a 30 ans? Et ça prend beaucoup de temps parce qu'encore une fois, la cigarette est un produit populaire. Il y a beaucoup de fumeurs en France. Aujourd'hui, on a 14 millions. C'est un petit peu baissé, mais c'est quand même un Français sur 4, un Français sur 5 qui fume. Et puis dans les années 70 encore il y a une quinzaine d'années, maintenant c'est moins vrai, ça représentait beaucoup d'emplois en France, des usines, des manufactures, des champs, de la tabaculture. Il n'y en avait pas énormément, mais il y en avait quand même. Et puis, effectivement, un lobby puissant qui s'appuyait aussi sur des élus, des parlementaires, parfois, de ces régions où le tabac faisait vivre beaucoup d'emplois. Et puis, une dernière chose très importante, la principale entreprise de tabac en France pendant des décennies était une entreprise public. La Saïta, qui n'a été privatisée que dans le milieu des années 90, et donc l'État avait de toute façon un intérêt financier et économique très important de par son entreprise publique. Jean-Louis Touraine, quelle explication donnez-vous à ce fameux écart entre l'alerte médicale et la prise de conscience des pouvoirs publics? Alors une partie incombe effectivement à l'État, puisqu'on aurait pu espérer qu'il y ait une prise de conscience et d'action plus précoce, mais il faut bien comprendre que l'État tirait des ressources, des revenus assez importants de la taxation du tabac. Par ailleurs, comme cela a été dit, il y avait de la production de tabac en France et ça nourrissait plusieurs milliers d'emplois. Mais il faut aussi ajouter que la société complète était complice de cela. Il n'y avait pas à l'époque de santé publique en France, à proprement parler. C'est-à-dire que presque personne n'était apte à vraiment mobiliser la population. Je vous en donne juste un exemple. Dans cette fin des années 50, il y avait encore très peu de femmes qui fumaient en France. C'était mal vu pour beaucoup de femmes de fumer en public. Et en dépit de la connaissance des méfaits, eh bien pour autant, il y a eu la possibilité de recruter
une quantité considérable de femmes qui sont devenues fumeuses et qui ont même développé cette idée absurde que le tabac était assimilé à une émancipation des jeunes filles, à une sensualité, à une féminité qui est évidemment tout à fait absurde. Donc on voit bien que ni l'État, ni la société, ni la santé publique n'étaient à cette époque en mesure de pouvoir mobiliser une action anti-tabac. En revanche, l'industrie du tabac, et on l'a très bien vu avec l'industrie américaine du tabac, qui domine l'industrie, le marché mondial du tabac de très loin, elle avait tous les moyens de sa politique. Oui. De désinformation et de manipulation, notamment par la communication. On l'a très bien compris dans le film que nous venons de voir. Hein. Au-delà de la manipulation et de la désinformation, qui sont tout de même des problématiques très américaines, oui. En France, il faut insister sur le fait qu'il y avait un environnement qui était favorable au tabac, un environnement culturel. Il est évident que pour les hommes, le tabac était associé... Alors les cigarettiers n'y sont pas pour rien, puisqu'ils ont créé aussi cet univers. Mais le tabac, pour les hommes, était associé à une certaine forme de virilité. Pour les femmes, à l'émancipation, pour les jeunes, à une sorte d'affirmation de soi, et pour tous, à une sorte de convivialité aussi. Donc il y avait un environnement économique favorable au tabac, un environnement social, un environnement culturel que nourrissait le cinéma, par exemple, que nourrissaient les affiches. Et ça explique en grande partie l'écart entre le moment de la prise de conscience et les premières mesures. Jean-Louis Touraine, vous l'avez dit aussi, il y avait des manufactures de tabac. Ça rapporte beaucoup d'argent, le tabac, à l'État. Il y avait, je crois, une douzaine de manufactures dans les années 50. Plus. Il y a eu une vingtaine de manufactures, pardon. Il y a eu en France jusqu'à 20 manufactures de tabac oui. Et 8 d'allumettes. Oui. Qu'employaient environ 15 000 personnes. Oui. Mais il y a des emplois... Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une manufacture de tabac. Hein, elle est en Corse, à Foriani. Elle est en Corse. Oui. Ouais. Et puis, il y a les buralistes. Alors, on a un peu plus de 27 000 buralistes en France, et ça, c'est 80 000 personnes. Il meurt 75 000 personnes par an du tabac. Ça veut dire que l'État privilégie encore aujourd'hui, par exemple, les 27 000 buralistes français à comparer aux 75 000 morts français par an dus au tabac. Je ne dirais pas ça, mais il est certain que les buralistes sont un rouage essentiel de cet environnement favorable au tabac et de la fiscalité, parce que ce sont eux qui distribuent et qui perçoivent d'une certaine manière la fiscalité sur les tabacs. Il faut remarquer tout de même que le nombre de débitants de tabac a été divisé par 2 en 50 ans, et surtout les débitants ont diversifié leur activité, puisqu'ils ont quand même aperçu un horizon qui devenait juridiquement et socialement un peu défavorable, voire très défavorable. Les hausses des prix, ça peut se discuter, mais d'une manière générale, on peut aussi parfois faire baisser, je dis bien parfois faire baisser la consommation. Donc les débitants de tabac ont diversifié leur activité. On laissait en partenariat avec la Poste, avec le jeu, la Française des Jeux. La Française des Jeux, etc. Alors, vous en dites beaucoup de mal dans votre livre, des buralistes, ceux qui sont les intermédiaires, en fait, entre l'industrie du tabac et les fumeurs. Oui, exactement. Et, écoutez, en fait, ce qu'il faut, encore une fois, bien comprendre, c'est que l'écosystème du tabac en France, au niveau économique, tout est, on va dire, organisé par l'État. Il ne s'agit pas d'une main invisible ou d'une manipulation. C'est absolument, tout est public et contrôlé. Vous avez d'abord une fiscalité extrêmement forte. Le tabac, un paquet de cigarettes, c'est le produit le plus taxé en France. Quand vous achetez un paquet de cigarettes aujourd'hui à 10 €, vous avez 80% de taxes. Donc vous avez 8 € qui va dans la poche de l'État directement. Environ, j'arrondis un petit peu les chiffres, mais à la marge, 1 € qui va pour les cigarettiers et 1 € qui va pour les distributeurs, à savoir les buralistes. Aucun autre distributeur que les buralistes ne peuvent vendre du tabac en France, c'est illégal, contrairement à d'autres pays comme la Grande-Bretagne. Donc les buralistes ont un monopole de distribution du tabac. Donc, de fait, ils sont aussi partie prenante à ce marché, au même titre que l'État ou les fabricants de tabac. Donc certes, il y a eu beaucoup de fermetures de buralistes depuis une vingtaine d'années, notamment évidemment ceux qui sont aux frontières avec les pays type Belgique, Espagne, où le prix du tabac est beaucoup moins élevé. Mais en contrepartie, ils ont réussi à négocier avec qui ? Avec le gouvernement, avec le ministère du Budget, qui est leur tutelle, des hausses de leur commission. Ce fameux euro était que de 60 centimes environ il y a quelques années, la commission qu'il touchait. Il l'augmente chaque année. Donc l'un dans l'autre, quand vous prenez l'ensemble de la profession des buralistes aujourd'hui, ceux qui sont effectivement encore ouverts continuent de gagner beaucoup. Et vous disiez, c'est un poids électoral. Les buralistes, ça emploie 80 000 personnes. C'est un rôle de prescripteur. On pourra acheter des cigarettes, on discute, on a ses clients. C'est comme le chauffeur de taxi, si ça vous voulez. Ça compte électoralement, les buralistes en France. C'est absolument colossal. Il
Il y a 2 ministres du budget qui se sont beaucoup appuyés sur les buralistes pour faire passer, on va dire, effectivement leur opinion et pour s'appuyer sur eux pendant les campagnes électorales. C'était Nicolas Sarkozy quand il était ministre du budget. Et ces 3 dernières années, Gérald Darmanin, quand il était ministre du budget, qui a beaucoup chouchouté les buralistes en leur octroyant des aides, des hausses de rémunération liées au tabac, également aux jeux, lors de la privatisation de la Française des Jeux. Et donc, effectivement, il s'appuie beaucoup sur eux pour être des relais auprès de la population, des relais politiques. Si vous permettez une mise au point pour nos téléspectateurs, que les choses soient très claires. Pendant très longtemps en France, effectivement, vous l'avez rappelé, il y avait un monopole des tabacs. Et l'industrie du tabac, le CETA, qui est devenu la CETA, était organiquement dépendante du ministère du Budget et donc du ministère des Finances. Donc c'est là où la problématique française est un peu différente de ce que met en valeur ce documentaire. Nous, on est vraiment en France dans une situation de monopole, ce monopole qui n'est cassé que progressivement à partir des années 70. Mais l'industrie du tabac en France, depuis Richelieu en passant par Colbert, Bonaparte, etc., a toujours été sous la tutelle de l'État qui percevait une manne fiscale considérable. Jean-Louis Touraine, ça soulève une question, je vais vous la poser. On peut se demander si ce n'est pas le ministère de l'économie et des finances, Bercy, qui dicte en réalité la politique concernant le tabac en France. Ça rapporte 18 milliards d'euros, le tabac en France, dans le budget de l'État en 2020. 18 milliards d'euros. Il est vrai que dans les mandats successifs, chaque fois que le Parlement propose des mesures anti-tabac, il y a une certaine difficulté à convaincre Bercy, et ceci quel que soit le gouvernement, parce qu'ils craignent chaque fois que cela représente des diminutions des recettes pour l'État. Pour autant, il faut réaliser que la même chose s'est un petit peu passée dans beaucoup de pays développés, et qu'un peu partout, il y a eu un retard entre la prise de conscience et puis les mesures qui, en même temps, diminuaient la mortalité, mais aussi diminuaient les recettes pour l'État. Aujourd'hui, où on peut escompter que l'on va évoluer vers un monde sans tabac pour les pays développés, il y faudra encore quelques temps, bien sûr, eh bien, malheureusement, on voit que l'industrie du tabac a jeté son dévolu sur les pays en voie de développement. Et là, rien n'est organisé pour dissuader les populations de ces pays de s'enrôler dans cette épidémie de tabagisme, dans cette dépendance au tabagisme, dans cette mortalité au tabagisme. Je veux ajouter une chose, d'ailleurs vous disiez 75 000 morts par an, il faut qu'on réalise que c'est l'équivalent d'une maladie de la Covid chaque année dans notre pays. Oui, ça s'ajoute bien sûr à la Covid. Bien sûr. Mais chaque année, c'est la même mortalité que la Covid. Depuis les années 50, chaque année, il y a une mortalité comparable. Mais malheureusement, les choses se sont développées de façon insidieuse, progressive. Et donc, on s'est habitué à cette mortalité. Le tabac est la première cause de mortalité évitable. Et malheureusement, on s'est trop longtemps résigné et Bercy s'est habitué à avoir des retombées budgétaires venant de cette industrie du tabac. Est-ce que vous avez souvenir d'un bras de fer, justement, entre Bercy et le ministère de la Santé sur ce sujet précisément du tabac, oui, dans les 2 mandats précédents. Sur les plans concernant le cancer du poumon notamment en France? Est-ce que vous avez souvenir de certains bras de fer? Oui, dans les 2 mandats précédents, il y a eu des demandes d'augmenter le prix du tabac. Ça a été démontré comme le levier le plus efficace à l'époque où Jacques Chirac était président de la République. Et depuis, on a essayé, pendant les 2 mandats précédents, d'augmenter davantage le prix du tabac pour atteindre les chiffres que nous connaissons aujourd'hui, mais qui ont tardé à être mis en place. Et ces moyens-là font diminuer la consommation du tabac, en particulier chez les jeunes, qui sont la population la plus vulnérable. Eh bien, malheureusement, Bercy a mis des freins à toutes nos propositions. J'ajoute que quand vous dites que c'est le cancer n'est que l'une des causes de mortalité par le tabac. Il y a le cancer de poumon, bien sûr, mais il y a les autres maladies respiratoires. Et puis surtout, il y a beaucoup de maladies cardiaques, vasculaires, des artérites, des accidents vasculaires cérébraux. Enfin, il y a une multiplicité de pathologies qui sont provoquées par le tabac. Et c'est quand on ajoute tout cela que ça provoque 75 000 morts et puis un nombre encore plus important de gens qui sont gravement invalides
à cause du tabac. Et pour valider ce qui vient de dire par Jean-Louis Touraine, il y aurait 250 000 patients dans les hôpitaux français par an suite à des maladies cardiovasculaires. Là, on ne parle pas du cancer, hein, comme vient de dire Jean-Louis Touraine. Suite à des maladies cardiovasculaires dans les hôpitaux français par an, hospitalisation, donc liées au tabac. Vous souhaitiez rajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit ? Oui, je vais revenir juste une minute sur ce que vient de dire M. Touraine et qui est très important. C'est un exemple qui est vraiment très éloquent. Quand Édouard Philippe devient Premier ministre en 2017, il annonce une augmentation des prix du tabac de 3 €, le fameux paquet à 10 € sur lequel on est aujourd'hui. À l'époque, le paquet est à 7 €. Et donc, effectivement, une augmentation de 40% du prix, tout le monde se dit que c'est une mesure forte qui va vraiment avoir des conséquences sur la consommation de tabac. Et puis très vite, au bout de quelques semaines, ce plus 3 € devient en fait un 3 fois 1 €, c'est-à-dire 1 € d'augmentation en 2018, pareil en 2019, pareil en 2020. Et puis effectivement, Bercy se met à travailler sur cette hausse, et un bras de fer s'enclenche, et ces hausses de 3 €, 3 fois 1 € devient en réalité une hausse de 6 fois 50 centimes. Pourquoi je dis ça ? Parce que ça n'a pas du tout le même impact. Parce que quand vous augmentez le prix du paquet de cigarettes le 1er janvier de 50 centimes, puis de nouveau de 50 centimes le 1er juillet, ainsi de suite pendant 3 ans, ça n'a pas du tout le même impact sur la consommation qu'une augmentation très forte et d'un coup violente, comme le demandent les médecins, sur le prix du tabac. Résultat, on a le recul aujourd'hui, puisqu'on est en 2021. Les études de consommation montrent qu'il y a eu une légère baisse de la consommation. Les ventes ont baissé, mais à l'inverse, ce que l'État, notamment les recettes fiscales, a retiré de cela, c'est une augmentation de 2 milliards d'euros de recettes fiscales. Donc l'impact qui a eu lieu et à l'inverse finalement de ce qui était souhaité au départ. Alors c'est vrai qu'on fume moins en France. On fume moins en France globalement depuis quelques années. Il y a encore un quart des Français qui fument une cigarette par jour au moins. Hein. Oui, mais vous savez, la consommation, c'est très dur en réalité d'avoir des statistiques parce que c'est très différent des ventes. Les ventes, on les a tous les jours. La consommation, avec aujourd'hui l'essor très important de l'achat évidemment dans les pays étrangers, de l'achat sur Internet qu'on est incapable de quantifier, c'est très dur d'avoir des chiffres, on va dire, très sûrs sur la consommation. Oui. Une chose est certaine, en longue durée, moi j'ai étudié les prix du tabac en longue durée et au regard de la consommation, c'est effectivement une augmentation des prix qui fait baisser. Mais une augmentation, vous avez raison de le préciser, une augmentation forte et assez brutale. Sinon, le pouvoir d'achat s'adapte. Et il faut dire autre chose tout de même, c'est que ces augmentations successives du prix du tabac, avec des effets parfois nuls ou atténués, sont discriminantes socialement. Car celles et ceux qui souffrent le plus des augmentations des prix du tabac sont les revenus les plus modestes. Or, nous savons que les revenus les plus modestes sont également les plus gros fumeurs en France. Donc ces lois ont des effets aussi pervers. En tout cas, elles ne sont pas aussi efficaces qu'elles ne pourraient l'être. Ces gens-là, si vous voulez, changent de mode de consommation de tabac et au lieu d'acheter des cigarettes, notamment avec des filtres, qui, entre guillemets, réduit un petit peu l'impact sur la santé. On a vu que c'était pas si vrai que ça. Hein, c'est pour ça que je mets entre guillemets. C'est pour ça que je mets entre guillemets. Se rabattent sur le tabac à rouler, voire achètent des cigarettes à l'étranger ou de contrefaçon, ce qui est encore pire. Jean-Louis Touraine, vous me reprenez si mes chiffres ne sont pas exacts. Je crois qu'on a attribué 1,7 milliard d'euros, un peu plus d'ailleurs, au prochain plan cancer pour les 10 années à venir. Et c'est Emmanuel Macron, l'actuel chef de l'État, qui a lancé ce plan décennal, à comparer aux 16 milliards, ou aux 18 milliards, pardon, qu'a rapporté le tabac à l'État l'année dernière, en 2020. On se dit que c'est bien peu de choses. Mais en permanence, la lutte contre le tabagisme, c'est David contre Goliath. Il y a toujours infiniment plus de moyens pour l'industrie du tabac, pour développer ses promotions et ses études soi-disant permettant d'avoir des tabacs moins nocifs, qui se consument d'une façon différente, etc., mais qui sont quand même toujours néfastes et provoquent des milliers, des dizaines de milliers de morts. Et donc, je crois que nous n'avons pas effectivement des moyens suffisants. Je voudrais ajouter aussi qu'en plus de tous les facteurs que nous avons cités, il faut se rappeler que la France est le pays d'Europe où il y a le taux le plus élevé encore aujourd'hui de femmes enceintes qui fument. Et ceci a des conséquences sur les enfants qui naissent, qui ont un plus petit poids de naissance, qui ont des problèmes parfois respiratoires ou autres. Et donc, je crois qu'il y a vraiment nécessité de campagnes véritables, financées, et qui dissuadent et aident à sortir de l'addiction. Parce qu'une femme enceinte qui fume, il ne suffit pas de lui dire « Madame, c'est pas bien de fumer ». Il faut lui donner les moyens pour un sevrage efficace
immédiat et complet. Et ceci n'est pas une mince affaire. Donc il y a des dérivés nicotiniques, il y a d'autres moyens, mais cela veut dire un investissement véritablement important et un accompagnement, une sorte de coaching des fumeurs, parce que si on coach un fumeur, eh bien, il deviendra tout à fait susceptible d'être totalement sevré. Mais si on lui fait une recommandation, c'est un petit peu comme ce que disent les parents à leurs enfants adolescents, « Oh, il vaut mieux que tu fumes un peu moins », ça n'a pas d'effet du tout. Ce qu'il faut, c'est une décision absolue d'un arrêt total et des moyens pour obtenir cette séparation d'une addiction dangereuse. Ouais. Jean-Louis Touraine vient de parler d'un combat, et on parle de 2021, d'aujourd'hui, de David contre Goliath, donc rien n'a changé. Alors dès 2002, je crois que c'est à propos de l'allocation du 14 juillet, Jacques Chirac, dans les jardins de l'Élysée, avait annoncé la guerre au tabac. Bon, ça fait presque 20 ans. On ne peut pas dire que la guerre ait été remportée, car il y a entre 14 et 17 millions de Français qui fument occasionnellement ou régulièrement, etc. Donc c'est non seulement David contre Goliath, mais c'est un combat éternellement recommencé qui n'est pas encore gagné. Donc on peut partager l'enthousiasme du président de la République. Qu'est-ce qui vous fait dire ça écoutez, pourquoi il n'est pas gagné ce combat? Pourquoi on ne va pas le gagner? Emmanuel Macron, le chef de l'État, annonce pour 2030, c'est son souhait, c'est sa promesse. 2030, il souhaite une génération sans tabac. Autrement dit, tous les jeunes qui auront 20 ans en 2030, dans son esprit, devraient avoir arrêté de fumer. C'est un vœu pieux, mais il faut aussi des dispositifs scolaires, législatifs. Il faut des dispositifs qui encadrent ce type de mesures. Ouais. Vous aussi, vous pensez qu'on ne va pas le gagner, ce combat face à l'industrie du tabac? J'ai rencontré il y a quelques années Claude Évin, qui était désespéré de voir que l'impact de sa loi avait finalement reculé par rapport à 91. Il y a un exemple, et en plus, en cette année de pandémie, c'est quand même très important, on voit bien que les problématiques de santé ont totalement reculé par rapport à il y a 20 ans. Il y a 20 ans, un ministre de la Santé était un ministre de poids dans un gouvernement. Aujourd'hui, le ministre de la Santé n'en est plus un. Alors, il le redevient de fait avec la pandémie, mais il ne l'a pas été pendant une quinzaine d'années. Les ministres de la Santé étaient des ministres, mais de second rang, derrière les ministres de l'Intérieur, de l'Économie et autres. Au passage, la crise de la Covid, c'est une très très bonne affaire pour l'industrie du tabac. On voit que partout, la consommation de cigarettes et de tabac a augmenté. Écoutez, c'est assez terrible, mais effectivement, pendant le confinement, en 2020, en France, les ventes de tabac ont un petit peu augmenté, alors qu'elles devaient chuter à cause effectivement, encore une fois, de l'augmentation des prix, car beaucoup de Français qui achetaient des paquets de cigarettes à l'étranger, parce qu'ils étaient moins chers, notamment, encore une fois, en Belgique et en Espagne, l'ont de nouveau acheté en France. Donc oui, ça a bénéficié, quand vous dites à l'industrie du tabac, oui, mais donc aussi, de fait, à son premier acteur, l'État français. Les situations de stress encouragent, ou en tout cas ne permettent pas de freiner la consommation ni de tabac ni d'alcool. Donc pour lutter contre le tabagisme et pour préparer une génération sans tabac, il faut aussi travailler à des dispositifs qui permettraient aux gens de se sentir mieux peut-être. Vous voyez, c'est bien le tout de décréter, mais on sait que beaucoup de gens qui sont au chômage, qui ont des problèmes familiaux, qui sont en rupture, etc., fument. Ils fument plus que la moyenne. Ouais. Et l'élément addictif, c'est la nicotine. Oui. C'est dénoncé dans ce documentaire. Il y en a un autre, c'est le sucre. C'est la grande victoire de l'industrie américaine au XXe siècle, c'est le goût sucré. Parce qu'en France, on fumait des cigarettes qui avaient un goût âcre, amer, etc. Mais le XXe siècle a marqué le triomphe universel des cigarettes américaines. Pourquoi? Parce qu'elles sont sucrées. Ouais. Et notamment chez les jeunes. Oui. Qui était un marché cible pour les cigarettiers américains. Et chez les jeunes femmes qui sont entrées sur ce marché du tabac massivement dans les années 70 et 80. Est-ce qu'il faut croire, Jean-Louis Touraine, à une génération sans tabac en 2030, comme s'y est engagé le chef de l'État Emmanuel Macron? C'est ce qu'avait demandé l'Organisation mondiale de la santé. Je ne suis pas sûr qu'on atteindra cet objectif, parce que cela suppose des efforts importants. Pour autant, on sait ce qu'il faut faire. Les Australiens nous ont précédés. Il suffit de regarder les modèles qu'ils ont développés. Les Australiens fument entre 2 et 3 fois moins que les Français proportionnellement. Cela a supposé des augmentations brutales du prix des cigarettes. Parfois, ça a été le doublement du prix du paquet de cigarettes. Et ça, c'est très, très dissuasif. Ça a été le paquet neutre qui a été introduit, comme nous l'avons fait également en France. Ça a été des mesures drastiques et des éducations de la population beaucoup plus complètes dès le plus jeune âge. Donc c'est l'argument prix qui sera l'argument majeur, l'outil majeur pour la lutte à venir et arriver à cet objectif défini par le chef de l'État?
J'ai pas compris, pardon. C'est l'argument prix, augmentation du prix, qui sera l'argument majeur pour arriver à cet objectif fixé par le chef de l'État. C'est le moyen le plus efficace. C'est le moyen le plus efficace. C'est pas le seul. Il faut le combiner avec une image. Il faut casser cette image du tabac qui soutient de la virilité, de la sensualité, des actrices qui fument dans certains films. Il faut bannir le tabac dans la totalité des œuvres culturelles, alors que malheureusement, on sait que plusieurs œuvres culturelles sont financées par le tabac, même si c'est illégal. Mais le tabac finance pour montrer des images attrayantes d'acteurs et d'actrices qui fument. Donc il faut casser l'image. Il faut que les jeunes de demain pensent que le tabac est un poison qui n'a que des inconvénients et non pas un élément qui leur permet de s'émanciper et d'avoir une belle image. Il paraît que c'est devenu ringard de fumer chez les jeunes aujourd'hui. Vous confirmez ? Écoutez, c'est devenu, oui, plus ou moins ringard. Ils achètent beaucoup plus de cigarettes électroniques que nous, on va dire. Alors j'en ai amené une de cigarette électronique parce que dans le documentaire, il nous est dit que c'est la prochaine étape pour l'industrie du tabac avec de la nicotine puisque c'est très addictif, c'est ce qu'on a vu dans ce documentaire. C'est ça l'avenir de l'industrie du tabac, la cigarette électronique ? Écoutez, l'industrie du tabac, notamment le leader Philip Morris, déploie beaucoup de communication autour de ça. Alors effectivement, il y a 2 sortes de cigarettes électroniques, mais sans rentrer dans les détails, il y a celle où on met un liquide, que beaucoup de gens connaissent. Et puis, il y a une cigarette électronique qui est produite par Philip Morris, dans laquelle il n'y a pas de liquide, mais vous avez des petites cartouches de tabac. Donc, ça reste du tabac. Et alors, effectivement, il n'y a pas la combustion, donc il n'y a pas cette formation de goudron qui est très bien montrée dans le documentaire, avec les souris qui provoquent des cancers, mais on conserve la nicotine. Donc, tout l'enjeu pour Philip Morris, qui est quand même le leader mondial depuis des décennies, c'est de continuer à produire et à vendre du tabac, et donc, surtout, à continuer de vendre cette addiction. Enfin, donc, on continue à vendre du tabac. Attendez, que je comprenne bien, on continue à vendre du tabac dans les pays sous-développés, dans les pays en voie de développement, et on commence à vendre beaucoup de cigarettes électroniques, et surtout le liquide qui va avec, c'est ce que vous venez de nous dire, aux États-Unis et chez nous, dans les pays occidentaux et européens. Sûr, vous savez, c'est comme ça que se résume la stratégie aujourd'hui complètement. Et d'ailleurs, elle est beaucoup plus, en termes de marketing, en termes marketing et de communication, elle est beaucoup plus facile à vendre, entre guillemets, de dire que c'est mieux de fumer une cigarette électronique parce que c'est moins nocif, pense-t-on. Les études sont encore très prudentes là-dessus. Alors que de l'autre côté, on continue, en tout cas, le leader Philip Morris continue à vendre du tabac. Et puis, c'est quand même important, c'est beaucoup plus rentable. C'est beaucoup plus rentable de vendre une cigarette électronique qui est taxée à 20%, comme une baguette de pain, plutôt que de vendre un paquet de Marlboro qui est taxé à 80%. Marlboro estime que quand il a 8 fumeurs de cigarettes, s'il en perd 7, mais qu'il y en a un qu'il arrive à transférer sur sa cigarette électronique, il restera aussi rentable. Ils peuvent espérer aussi le cheminement inverse, c'est que les jeunes gens, garçons et filles, qui commencent par la vape, puissent passer à la cigarette. Pourquoi pas ? Puisqu'ils auront pris l'habitude de porter à leur bouche un objet qui dégage une fumée. Ce geste, avec tout le rituel qui l'entoure, ça peut faire penser aussi à la pipe, quelque part, tout ce rituel de changer sa cartouche, de remplir, de verser son liquide. Il y a une certaine convivialité aussi. Parce et puis c'est surtout beaucoup plus rentable, comme vient de nous l'expliquer à l'instant notre confrère, et la cigarette. Ça peut permettre aussi, effectivement, de passer d'un marché à l'autre. Et d'ailleurs, l'objet des députés, peut-être que M. Touraine pourra en parler, c'est de voir quelle fiscalité l'État va mettre sur ces produits. Alors, Jean-Louis Touraine, question qui vous est posée en plateau. Quelle fiscalité pour les cigarettes électroniques demain ? Et alors moi, je voudrais savoir, Jean-Louis Touraine, si on risque beaucoup en termes de santé publique avec ces cigarettes électroniques. Est-ce qu'on a suffisamment de recul pour évaluer ce risque provoqué par les cigarettes électroniques et fortement sponsorisé, là encore, par l'industrie du tabac aujourd'hui ? Oui, on a un recul encore assez faible, donc on ne connaît pas les effets à long terme. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à court terme, c'est moins nocif que le tabac, mais on ne peut pas dire que c'est totalement innocent de toute conséquence. Donc je crois qu'il faut le voir comme la meilleure ou la pire des choses, selon les conditions. Si c'est un fumeur invétéré de tabac qui passe à la cigarette électronique avec l'idée qu'il va diminuer chaque jour la quantité de nicotine pour arriver progressivement à un sevrage, alors c'est la meilleure des choses, parce que ça va l'aider à sortir de cette dépendance et des méfaits du tabac. Si par contre, c'est un jeune qui, parce que c'est à la mode, qui n'a jamais fumé ou pratiquement, et qui se met à la cigarette électronique parce que ça fait bien, alors c'est au contraire une catastrophe.
c'est une catastrophe parce que c'est une entrée dans la dépendance et parfois même ça va aller jusqu'à l'utilisation de paquets de cigarettes et donc tous les effets deviennent néfastes. Comme cela vient d'être dit, les habitudes des gestes, l'habitude de la cigarette électronique que l'on peut fumer avec le café et qui un jour se transformera en un cigare qu'on fume avec le café, etc. C'est très, très, très dangereux. Donc, meilleure ou pire des choses, selon les conditions. Si c'était utilisé comme un moyen d'aide au sevrage, ça serait parfait. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, et en particulier parce que les industriels veulent justement en vendre beaucoup et en faire une promotion. C'est vendu et prescrit comme une aide au sevrage aujourd'hui en France, la cigarette électronique. C'est vendu, en tout cas c'est l'argument marketing, et puis il y a un point quand même très important, c'est que il est autorisé de faire de la publicité pour les cigarettes électroniques, ce qui n'est pas le cas pour les cigarettes depuis la loi E20, depuis 30 ans. Donc c'est aussi pour ça que c'est, pour l'industrie du tabac, très important cette bascule, parce que c'est un produit qui n'est pas du tout interdit, en tout cas dans ses principaux éléments, comme la cigarette. C'est très peu réglementé, alors que la cigarette l'est beaucoup. C'est peu taxé, alors que la cigarette l'est beaucoup. Et on peut faire de la publicité. Ça sera la fin de cette émission. Merci, un grand merci. On va simplement dire pour conclure qu'il y a 1,3 milliard de fumeurs aujourd'hui dans le monde et 8 millions de morts chaque année qui sont dus au tabac. Voilà, on voulait tout de même donner ces chiffres. Grand merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission consacrée à l'industrie du tabac. Son cynisme aussi, au vu de ce que vous nous avez dit tous les trois dans cette émission, au vu aussi du documentaire que nous avons vu à l'instant. Vos réactions, ça sera sur #Débadoc, sur Twitter, bien sûr. Merci à Selma Sali qui, comme à l'habitude, m'a aidé à préparer cette émission. Je vous donne rendez-vous pour un prochain Débadoc. Ça sera bien sûr avec son documentaire et son débat. À bientôt.